c'est un exposé assez technique qui présente un travail qu'on a fait avec André Gallet, là, et qui est paru récemment. Et ça paraissait important de voir comment cette question qui est de la partition de la diversité, alors nous on a vu ça du point de vue de la diversité génétique, mais ça concerne aussi plus largement des mesures de diversité en écologie, donc je vais le présenter de façon un peu large, comment cette partition d'une diversité totale en diversité intra- et intergroupe, j'ai mis dans le titre, ou intra-interpopulation, quelques pièges qu'il peut y avoir dans les méthodes qu'on a. Alors, cette question de diviser la diversité en composantes intra- et intergroupes, intra-intercommunauté pour en écologie ou intra- et interpopulation en génétique, on l'utilise avec plusieurs objectifs. Un premier objectif, c'est de caractériser la diversité pour, à partir de là, faire des inférences sur des processus évolutifs, par exemple, ou des processus écologiques. Et puis, il y a une deuxième utilisation qui est pour une utilisation plus appliquée pour la gestion de cette diversité. Et là, ce qu'on veut montrer, c'est comment, en fait, c'est cette utilisation en gestion qui peut poser problème. Alors, pourquoi c'est important en gestion? Par exemple, on veut choisir qu'est-ce qu'on va mettre en conservation, par exemple, ou on va choisir comment faire notre stratégie d'échantillonnage dans la diversité totale, ou définir des indicateurs. Donc, c'est cet aspect-là. Alors, je vais rapidement introduire un peu des notions intuitives qu'on a sur la diversité et cette partition, et puis ensuite rentrer un peu dans le cœur technique, disons, des mesures de diversité qui existent, des méthodes de partition, j'en présenterai 3, et des conclusions. Alors, intuitif pour introduire la notion de qu'est-ce qu'une diversité totale intra- et intergroupe. Donc là, j'emprunte à un papier de Jost en écologie deux exemples. Premier exemple A, où on a 2 sites de toundra antarctique. Et dans ces toundras, en fait, il n'existe que 2 espèces. Et donc, sur ces deux sites, eh bien, on a les 2 mêmes espèces en commun. Simplement, ce qui différencie un site de l'autre, c'est qu'il y a des proportions de chacune des espèces un petit peu différentes. L'autre système, le cas B, alors là, ce sont 2 forêts tropicales, Barro Colorado au Panama et Paso en Malaisie. Alors là, c'est différent puisqu'on a, dans chaque site, on a plus de 100 espèces et il n'y a aucune espèce en commun entre les 2 sites. Donc, on peut dire que dans le cas A, on a une diversité totale qui se ramène à 2 espèces, alors que dans l'autre, on a plus de 200 espèces. La diversité intra, dans le cas A, on a 2 espèces, et dans le cas B, on a sur chaque site 100 espèces différentes. Et la diversité inter, on a 2 espèces sur 2 qui sont en commun dans le premier cas, et on a 0 espèce commune sur 200 dans le deuxième. Donc, on voit bien intuitivement avec ça que la diversité totale, la diversité intra et la diversité inter, intuitivement, sont plus fortes en B qu'en A. Alors ça, ce sont des niveaux de diversité. Souvent, on fait le lien avec ce qui se passe pour une variable quantitative et on fait le lien entre diversité et variance. Alors là, je représente la distribution d'une variable d'un caractère dans 2 populations, une population rouge et une population verte. Et on a une variance intra et une variance interpopulation. Bon, si on, dans le schéma là, à droite, on a la même variance inter et on a une variance intra qui est plus grande. On peut aussi avoir une variance inter qui est plus grande et la même variance intra qu'initialement. Et on peut avoir à la fois une variance inter et une variance intra qui sont plus grandes. Voilà, donc ça, c'est la vision un peu quantitative qu'on peut avoir de la diversité. Alors, un autre point dont je vais avoir besoin, c'est des critères de choix pour des décisions en gestion. Et là,
prends l'exemple qui avait été développé par Weissman en 1993 pour, d'ailleurs c'est dans un journal d'économétrie, pour identifier des populations prioritaires pour la conservation. Et alors, pour ça, il donne une métrique toute simple qui est en fait, quand on a plusieurs populations candidates à la conservation, d'évaluer la contribution de chaque population à la diversité totale. Et cette contribution, c'est en fait la diversité de l'ensemble de toutes les populations, moins la diversité sans cette population cible, rapportée à la diversité totale. Donc, c'est la contribution. D'un point de vue génétique, cette approche-là, elle a été développée un petit peu plus loin par Petit et al. Et Olivier Foulet, à partir de la décomposition dont on va parler ensuite, de diversité génétique totale en diversité génétique intra-population et diversité génétique interpopulation. Donc, ces auteurs ont proposé de calculer les contributions pour chacun des termes de cette décomposition. Et donc, on a des populations qui sont intéressantes à conserver parce qu'elles ont une forte diversité intrapopulation, ou on a des populations qui sont intéressantes à conserver parce qu'elles apportent beaucoup à la diversité inter. Voilà, donc c'est ce raisonnement. Et on peut faire des index pondérés sur les deux critères. Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour introduire. Alors maintenant, je vais commencer par parler des mesures de diversité, mesures en termes mathématiques. Donc la première chose à prendre en compte, c'est que en fait, il n'y a pas de définition unique de mathématique de la diversité. Donc, quand on parle de diversité, en fait, on parle de plusieurs classes d'objets avec différentes fréquences. Donc, ce sont différentes espèces dans la communauté ou différents allèles des gènes dans une population. Et le principe, c'est de dire que la diversité augmente avec le nombre de classes et cette diversité, elle augmente aussi avec l'équilibre des fréquences. Si on a 3 classes, mais qu'il y a une classe qui fait 99% de la population, évidemment, la diversité est plus faible que si les fréquences sont équilibrées. Donc, à partir de ces deux principes-là, il y a plusieurs indices qui sont proposés en écologie. Donc, en voilà une série. Là, donc, c'est en anglais, mais le premier, c'est la richesse spécifique. Bon, en génétique, ça s'appelle la richesse allélique. C'est simplement un comptage du nombre de classes qu'il y a. Ensuite, il y a des mesures d'entropie, les indices de Simpson et l'indice de Gini-Simpson, on y reviendra, parce que c'est en fait ce qui s'appelle en écologie l'indice de Gini-Simpson, c'est en génétique, c'est rien d'autre que l'hétérozygosie attendue, c'est l'hétérozygosie de Ney, sur laquelle on travaille. Voilà, donc il y a plusieurs indices. Gregorius avait défini quelles étaient les propriétés attendues d'une mesure de diversité. Alors, première propriété, il faut qu'elle soit invariante selon la qualité des classes. Une espèce ne vaut pas plus qu'une autre. Pour un nombre de classes donné, cette diversité doit être maximale quand les fréquences sont égales. La diversité est nulle si et seulement si une seule classe a une fréquence 1. La variation doit être la plus continue possible en fonction du nombre de classes, éviter des sauts. Et puis, si on considère des classes qui sont en fréquence égale, la diversité doit être une fonction croissante du nombre de classes et tendre vers l'infini. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la diversité, il n'y a pas de définition mathématique unique, et donc il y a des propriétés, et à partir de là, il y a plusieurs indices. Par opposition avec la variance, c'est un paramètre qui est défini mathématiquement, donc il n'y a pas ces questions de propriété derrière. Alors pour Jost, en fait, ces indices ne sont pas des vraies mesures de diversité. Alors il donne un exemple très simple. Si on imagine un système qui a 30 millions d'espèces à fréquence égale et qu'il y a tout d'un coup un cataclysme qui fait disparaître la moitié de ces espèces, eh bien, on perd la moitié des espèces, mais l'indice qui est l'entropie de Shannon ne diminue que de 4%.
Et si on prend l'indice de Gini-Simpson, il diminue de 4, 10-8%, alors qu'on a perdu la moitié des espèces. Donc, et l'indice de Gini-Simpson, je rappelle que c'est la diversité génétique. Donc, en fait, lui, ce qu'il dit, ce n'est pas du tout satisfaisant comme mesure de diversité, parce qu'on ne rend pas compte, on a perdu la moitié du capital et on ne s'en rend même pas compte. Et donc, il propose des vraies mesures de diversité associées à chacun de ces indices. Alors, ces mesures, ce sont en fait ce qu'il appelle des nombres équivalents. Donc, les indices, il les appelle H, et les nombres équivalents, c'est D de H. C'est le nombre, alors j'ai mis entre guillemets parce que ce n'est pas forcément un nombre entier, le nombre de classes équifréquentes qui conduirait à la même valeur de l'indice. D'accord? Donc, si je mesure, par exemple, mon entropie de Shannon ou mon indice de Gini-Simpson, j'ai une certaine valeur, combien faudrait-il de classes équivalentes équifréquentes pour avoir la même valeur de l'indice? Et donc, ça donne ce petit tableau où vous avez sur la colonne de gauche les indices de diversité tels qu'ils sont utilisés, et sur la colonne du milieu, en fait, ce qui serait la vraie mesure de diversité correspondant à cet indice. D'accord? Et puis, bon, exprimé soit en fonction de l'indice initial, soit exprimé sur la colonne de droite en fonction des fréquences des différentes classes. Donc, voilà, il y a un petit shift déjà qui est apparu dans ce papier, où en fait, ce qui est utilisé dans la littérature, ce sont les indices de la colonne de gauche, hein, et très peu les indices de Jost. Alors, maintenant, au niveau génétique, on utilise, souvent qu'on appelle diversité génétique, et j'utiliserai ce terme-là, même si c'est un petit peu un abus, l'hétérozygostie attendue, donc définie par Ney en 1973, qui est où on a des fréquences, des formes alléliques K, leur fréquence PK, donc c'est 1 moins la somme des carrés des fréquences. Donc, en fait, l'hétérozygostie attendue, on peut l'avoir de deux façons. Soit c'est une probabilité, c'est la probabilité de tirer deux formes alléliques différentes dans la population. Soit on peut aussi la définir à partir des variances d'une loi multinomiale indicatrice qui prendrait pour chaque forme allélique K, elle prendrait la valeur 1 si le tirage est de la forme K et 0 sinon. Voilà. Donc, ça peut être vu comme une probabilité ou une variance. Si on se réfère maintenant aux propriétés attendues qui étaient proposées par Gregorius, on a bien une mesure qui est invariante selon la qualité des classes. Pour un nombre donné de classes, elle est maximale quand les fréquences sont égales. Elle est bien nulle si et seulement si on a une seule classe de fréquence 1, et la variation est continue en fonction du nombre de classes. Par contre, cet indice, il est borné à 1. Et donc, il y a une valeur maximale, et donc ça ne tend pas vers l'infini. Donc, la dernière qualité attendue n'est pas respectée. Et en fait, c'est de là que viendra le problème. Donc maintenant qu'on a vu les différentes mesures de diversité, si on a une mesure de diversité, comment on peut la partitionner entre diversité totale, diversité intra et diversité inter? Alors, d'abord, j'ai commencé par la décomposition de Ney, qui est utilisée en génétique des populations depuis 1973. Donc, le principe est simple, c'est une décomposition additive, où on dit la diversité totale, c'est une diversité intrapopulation plus une diversité interpopulation. Et ces diversités, c'est donc l'indice de Gini-Simpson ou l'hétérozygostie attendue. Donc, on calcule l'hétérozygostie attendue dans la population, dans l'ensemble des populations, c'est HT. Et on calcule la moyenne de l'hétérozygostie attendue intrapopulation, c'est HS. Et le dernier terme, c'est l'hétérozygostie interpopulation. D'accord? Donc, on a cette décomposition additive. Et à partir de là, il définit aussi un paramètre de différenciation qui est très utilisé, qui est le GST, qui est en fait une mesure relative de la composante interpopulation sur la totale. D'accord?
Mais que se passe-t-il? Quand on utilise cette décomposition, eh bien, le terme d'interpopulation pose problème. Si on reprend l'exemple initial, on voit que dans ce cas-là, on a une diversité inter avec cette décomposition qui est beaucoup plus forte dans les toundras arctiques que dans les forêts tropicales, alors que je rappelle qu'entre les deux sites de toundra, il y a toutes les espèces sont en commun, c'est juste un petit changement de fréquence. Et dans le cas à droite des forêts tropicales, il n'y a aucune entité en commun et il n'y a rien en commun. Donc c'est un peu gênant de se dire qu'on a une diversité inter qui est beaucoup plus forte dans le cas des toundras que. Voilà. Et c'est ça que nous dit, ça c'est le calcul de la diversité de Ney. Alors le problème vient du fait que cette diversité inter, elle n'est pas indépendante de la diversité intra. Et ça c'est quelque chose qui est connu, mais voilà. Alors qu'on peut essayer de creuser un petit peu sur un exemple plus simple pour lequel on peut faire des calculs analytiques. Alors, on va supposer qu'on a S populations, un certain nombre de populations, et que toutes les populations ont la même composition avec chacune K allèles, mais il n'y a aucun allèle en commun. D'accord ? Donc, chaque population a un nombre d'allèles spécifiques. Il n'y a que des allèles spécifiques, aucun allèle en commun. Donc, on a S population, K allèles dans chaque population, et donc au total, on a SK allèles. Donc, la décomposition de Ney, je la rappelle, c'est ça. Et donc, on peut calculer chacun de ces termes. Donc, la diversité totale, on a, c'est 1 moins la somme des fréquences au carré. Donc, chaque allèle au total, il a une fréquence 1 sur SK, il y a SK allèles. Donc, la diversité totale, c'est 1 moins SK fois 1 sur SK au carré, c'est vrai, 1 moins 1 sur SK. Au niveau de la diversité intrapopulation moyenne, toutes les populations sont identiques. Donc, c'est ce qui se passe dans une des populations. Là, c'est la même chose, sauf que dans une population, il y a K allèles et non pas SK. Donc, c'est la même formule. Voilà, et on a ça. À partir de là, on voit qu'on peut écrire l'hétérozygosie totale en fonction de l'hétérozygosie intrapopulation. D'accord ? Donc, c'est la troisième équation que vous avez. Mais du coup, on peut repartir aussi de la décomposition de Ney et écrire la composante interpopulation DST en fonction de HT et de HS, et donc en fonction de la diversité intra. Et de même, le paramètre de différenciation peut s'écrire en fonction de la diversité intra. Donc finalement, tous les termes de cette décomposition de Ney peuvent s'écrire en fonction de la diversité intra. Et si on représente les petits calculs qui sont montrés là sur un graphique, ça donne ceci. Donc, vous avez en abscisse la diversité intra et vous avez en ordonnée les différents termes de la partition de la décomposition de Ney. En noir, c'est la diversité totale. En vert, donc c'est la diversité intra, donc c'est la première bissectrice. Et en rouge, c'est la diversité inter. Et les petits pointillés mauves, là, c'est le paramètre de différenciation. Ce qu'on voit très nettement ici, c'est que la diversité inter est dépendante de la diversité intra. Donc, en fait, quand on mesure une diversité inter, on mesure aussi une diversité intra. Donc, cette décomposition de Ney, elle est bien pratique, mais on a une décomposition additive, mais les deux composantes ne sont pas indépendantes. Et donc, le paramètre de diversité inter, c'est une mesure de diversité inter conditionnellement à la diversité intra. D'accord ? Et de même, la différenciation, c'est une différenciation conditionnellement à la diversité intra. Bon, pour les généticiens, le même problème se pose pour le FST que pour le VST. Alors, cette dépendance entre les composantes intra et inter dans la décomposition de Ney, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein, ça avait été détecté rapidement après la publication. Mais disons que c'est rarement pris en compte. Alors, j'ai
oublié de dire, mais la publication de Ney, elle est extrêmement citée et on soupçonne qu'en termes de gestion, il y a au moins plus de 70 publications par an qui utilisent cette décomposition en gestion. Alors peut-être à bon escient, mais ce n'est pas sûr, il faut vérifier quand même. Donc, il y a des méthodes qui ont été proposées pour pallier ce problème. Et ces méthodes, elles portaient surtout sur ce paramètre de différenciation VST. On aimerait bien avoir une mesure qui ne dépende pas de la diversité intra. Donc, il y a Edric en 2005 qui a proposé une méthode qui a remarqué en fait que la situation qui correspond à l'exemple que j'ai présenté précédemment, c'est en fait le cas d'une hétérozygosie totale maximale pour un niveau donné de diversité intra. Et donc, il a proposé de standardiser, en gros, le paramètre de différenciation de Ney par cette valeur maximale. Bon, donc, ça donne un autre paramètre qui est standardisé, qui, lui, devient indépendant en fait, de cette diversité intra. Il y a Wang qui propose, lui, de dire en fait, il faut être conscient que diversité inter et intra ne sont pas indépendants et donc il faut les regarder systématiquement ensemble. Bon, pour les généticiens actuellement qui font des études sur des recherches de gènes sous sélection, par exemple, on sait bien qu'il faut regarder à la fois le niveau de diversité des gènes et leur différenciation entre populations avant de faire des conclusions. Et il y a Jost, donc, qui avait fait ce travail initial sur les indices de diversité en écologie, qui a prolongé ça sur la génétique et qui propose une approche complètement différente. Alors, un petit peu comme... donc je vais repartir maintenant de la décomposition de Jost. Et un petit peu comme Gregorius précédemment, en fait, il a d'abord défini quelles étaient les propriétés attendues d'une partition de la diversité. Et donc, on veut que les diversités intra et inter soient indépendantes. Donc, on a vu que ce n'était pas le cas avec nous. Il faut qu'il y ait des échelles de valeurs identiques sur les diversités intra, inter et totales. Que la diversité intra, qu'elle ait un sens, que ce soit une forme de moyenne de diversité de chaque groupe. Que la diversité totale soit complètement déterminée par les composantes intra et inter, et que la diversité intra ne soit jamais supérieure à la diversité totale. Alors, ça peut paraître bizarre, ce dernier point, mais en fait, c'est... bon, je n'en parlerai pas, mais ça arrive. Et donc, la conclusion qu'il tire de ces propriétés, qui sont évidentes, c'est qu'en fait, la décomposition de la diversité totale, d'une part, elle ne doit pas être faite sur les indices de diversité, mais sur ce qu'il a appelé les vraies diversités, donc ces calculs dérivés, et que d'autre part, ce n'est pas une décomposition additive, mais c'est une décomposition multiplicative. Donc, ce qu'il appelle la vraie diversité totale, c'est le produit, et non pas la somme, de la vraie diversité intra et de la vraie diversité inter. Alors, si on reprend les formules qui donnent les valeurs de ces vraies diversités par rapport aux indices de diversité habituels, en fait, et si on applique ça à l'indice de Gini-Simpson, qui est celui de la diversité génétique, et qu'on prend des notations à peu près analogues à celles de Ney, ça donne une formule comme celle-ci qui apparaît en gras, où on a la diversité totale de Ney, c'est la diversité intra, la même chose de Ney, plus un terme qui s'appelle HST, mais là, il y a moins le produit des deux. D'accord ? Donc, on a une décomposition qui n'est plus additive. Et il définit à partir de là aussi un paramètre de différenciation absolue qui est indépendant de la diversité intra, qu'il appelle le paramètre D. Donc, j'ai donné la formule ci-dessous. Alors, graphiquement, cette décomposition de Jost, donc elle s'écrit un petit peu différemment, puisque donc on n'a plus une décomposition purement additive. Hein. Il y a un terme d'interaction, en gros, entre intra et inter qui apparaît. Avec les mêmes conventions graphiques, on a ce graphique de droite. Donc, en fonction de la diversité intra en abscisse, on a la diversité totale toujours en noir.
Et là, on voit bien que la composante inter, elle est indépendante de la diversité intra, elle est bien constante. Et de même, le paramètre de différenciation D qui apparaît en pointillé tout en haut, il est bien indépendant de la diversité intra. Par contre, on n'a plus l'additivité, c'est-à-dire que la diversité totale, la courbe noire n'est plus la somme de la courbe rouge et de la courbe verte. Voilà, donc ce qui pose aussi un petit souci. Du coup, ça c'est une idée originale d'André, c'est de proposer donc une troisième voie qui a une partition probabiliste de l'hétérozygosie attendue dans un ensemble de S populations. Donc, je disais que l'hétérozygosie attendue, c'est une probabilité, et donc de partir sur ce raisonnement. Donc, la diversité totale, l'hétérozygosie attendue totale, c'est la probabilité de tirer deux allèles différents dans l'ensemble total des populations. Et ça, on peut le décomposer en probabilité conditionnelle indépendante. D'une part, c'est la probabilité de tirer les deux allèles dans la même population multiplié par la probabilité que ces allèles soient différents, sachant qu'ils sont intrapopulation, plus la probabilité de faire un tirage interpopulation et multiplié par la probabilité que les allèles soient différents, sachant qu'ils sont interpopulation. Et donc, cette probabilité de tirer les deux allèles dans la même population, s'il y a S population, c'est 1 sur S. Et on voit tout de suite que la décomposition qui apparaît sur la ligne d'en dessous, c'est l'hétérozygosie totale, c'est 1 sur S l'hétérozygosie intramoyenne, plus 1 moins 1 sur S, un terme HB. Donc déjà, on voit que la contribution de l'hétérozygosie intra à l'hétérozygosie totale, c'est HS sur S et non pas HS, comme dans la décomposition donnée. Bon, alors si on compare avec la décomposition de Ney, qui était HT égale HS sur DS plus DST, ce terme DST de Ney qui est l'hétérozygosie inter, on trouve que c'est 1 moins 1 sur S, HB moins HS, donc on voit bien qu'il y a une dépendance à la diversité intra, et là, elle est même explicitée. Bon, et dans un cadre probabiliste comme ça n'a pas trop de sens de proposer un paramètre de différenciation. Alors, graphiquement, cette partition, décidément probabiliste, elle donne cela. Donc, on a toujours, en fonction des hétérozygoties intrapopulation en abscisse, on a une indépendance sur les lignes rouges de la diversité inter à l'intra. Et là, par contre, on a bien une additivité. Donc, la courbe noire est bien la somme de la courbe rouge et de la courbe verte. Alors, une autre illustration, donc maintenant je vais comparer d'un point de vue applicatif ces trois décompositions sur le choix de populations pour la conservation en fonction de leur contribution aux diversités intra et inter. Alors là, c'est un exemple numérique où on a 4 populations en colonne. Et la diversité, elle est mesurée sur 2 locus, et pour chaque locus, on a 2 allèles. Donc, les populations 1, 2 et 3 ont un seul locus qui est polymorphe, avec des fréquences des 2 allèles différentes, alors que la population 4 est polymorphe aux 2 locus, donc elle a plus de diversité. Donc, on peut calculer une diversité intra-population dans chacune de ces populations, et donc on a ces valeurs, et on voit que c'est la population 4 qui a le plus de diversité. Normalement, elle a plus de locus polymorphes. On peut aussi regarder quelle est la distance génétique, alors c'est la distance de Ney en l'occurrence, la distance de chaque population aux 3 autres. Bon, et de même, celle qui est la plus distante aux 3 autres, c'est la population 4. Et enfin, on peut calculer l'hétérozygosie totale de l'ensemble, et l'hétérozygosie en enlevant une par une les populations, pour regarder les contributions de chaque population à l'hétérozygosie totale, comme ce que j'avais indiqué. Et là, celle qui a la plus forte contribution à l'hétérozygosie totale, c'est la population 4. Donc, toujours dans mon tableau, la valeur qui apparaît en rouge, c'est la valeur maximale des 4 populations. Alors maintenant, on peut chercher les contributions sur chacune des composantes des décompositions vues précédemment. Alors, si on prend la décomposition de Ney,
on peut chercher quelle est la contribution de chaque population à la diversité intra-moyenne, quelle est la contribution à la diversité inter et quelle est la contribution aux paramètres de différenciation. Et on voit que dans la décomposition de Ney, eh bien, en fait, la population 4, qui est vraiment la plus intéressante, la plus riche, on identifie bien sa contribution à la diversité intra, mais on n'identifie pas du tout sa contribution à la diversité inter, alors qu'en fait, elle apporte quelque chose que les autres n'ont pas du tout. Et ce fait que la décomposition de Ney ne détecte pas, c'est parce que, comme elle a une contribution, une diversité intra forte, sa contribution dans la décomposition de Ney à l'inter est d'autant diminuée. Donc, on rate simplement, avec cet exemple-là, en décomposition de Ney, on rate le polymorphisme sur un locus, carrément. Alors que dans les décompositions de Jost et dans l'approche probabiliste, c'est bien la population 4 qui est identifiée sur les deux composantes intra et inter. Bon, juste quelques conclusions. Alors, si on regarde ces trois décompositions, Ney, Jost et la partition probabiliste, et différentes qualités, on peut dire. Donc, est-ce qu'on a une partition additive? Eh bien, c'est vrai pour Ney, ce n'est pas vrai pour Jost, et c'est vrai pour la partition probabiliste. Est-ce qu'on a une indépendance entre diversité intra et inter? Ce n'est pas vrai pour Ney, c'est vrai pour les deux autres. J'en ai pas parlé, mais dans le cas où on donne des poids différents aux différentes populations, la décomposition de Ney perd de son sens. La décomposition de Jost n'est plus applicable. Il y a même des cas où, avec des rations non équilibrées, on peut avoir, avec Jost, une diversité intra supérieure à la diversité totale, ce qui est quand même gênant. Et alors que ça reste valide avec pondération dans le cas de la partition probabiliste. Bon, par contre, la partition probabiliste ne propose pas de mesure de différenciation, mais le paramètre de Jost lui-même remplit bien ce rôle. Voilà, donc les conséquences pour la caractérisation et la gestion de la diversité génétique. Donc les paramètres de différenciation de type Ney, donc c'est GST, le FST, puisqu'ils dépendent de la variance, de la diversité intrapopulation, ils ne sont pas directement comparables entre différents sets de gènes ou différents sets de populations, sauf à faire l'hypothèse supplémentaire que les diversités intra sont identiques. C'est-à-dire que si on a un paramètre de différenciation mesuré sur des marqueurs très polymorphes et d'autres sur des marqueurs moins polymorphes, ils ne sont pas comparables puisque la diversité intra sera différente, par exemple, ou si on a des lots de populations différents. Le deuxième point, c'est que si on a un ensemble fixe de populations sans pondération, le paramètre D de Jost ou le paramètre corrigé de Hedrick, G'(ST) sont préférables au GST. Alors, ces publications de Hedrick ou de Jost datent d'il y a longtemps, mais leurs corrections sont encore rarement appliquées. La contribution de l'hétérozygosie intra à l'hétérozygosie totale, elle est HS sur S, donc elle dépend du nombre de populations et non pas directement HS. Bon, et enfin, pour ce qui est de la gestion de la diversité génétique, la partition probabiliste est sûrement un meilleur guide que la décomposition de Ney. La décomposition de Ney peut conduire à sous-évaluer l'importance de la diversité inter, enfin plus exactement la contribution des populations à la diversité inter, et réciproquement surévaluer leur contribution à la diversité intra. Voilà, donc je vous remercie.